bienvenue dans Formation et Territoire, le grand entretien du 3CA BTP. Je reçois Stéphane Lardy, directeur général de France Compétences. Vous êtes IGAS, inspecteur général des affaires sociales, docteur en sociologie, titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et droit social. Vous avez notamment été secrétaire confédéral de FO, Force ouvrière, chargé de l'emploi et de la formation, négociateur des 2 ANI, les accords nationaux interprofessionnels qui ont été transposés dans les lois de 2009 et de 2014. Et puis en mai 2017, vous êtes devenu directeur adjoint du cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et à ce titre, vous êtes l'un des principaux artisans de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a fondé France Compétences, dont vous êtes devenu le directeur général. Bonjour Stéphane Lardy. Bonjour Marc Guiraud. Alors, près de 10 ans après cette loi de 2018, quel regard portez-vous sur ces effets ? 10 ans, c'est le moment de faire un bilan. Comment analysez-vous l'équilibre, notamment entre initiatives individuelles, notamment via le CPF, et stratégie collective des entreprises en matière de développement des compétences de leurs salariés ? Alors j'en tire un bilan plutôt positif, même si effectivement on doit toujours se réinterroger, comme vous l'avez évoqué 10 ans après. Si on prend le compte personnel de formation qui existait effectivement préalablement à la loi de 2018, on a vu un développement très très fort de ce droit pour 2 ou 3 raisons principales. C'est qu'avant on avait un dispositif qui était peu connu des salariés, peu lisible, peu visible et qui comportait un certain nombre d'inégalités de traitement. C'est-à-dire que vous pouviez avoir, en fonction de votre appartenance à une branche professionnelle, des coûts de formation, je ne sais pas, CAP menuisier, CAP des compétences transversales, vous aviez des coûts de formation qui étaient différents. Avec la création de la plateforme du CPF, où les organismes de formation vont déposer leur offre, vous avez une visibilité de l'offre. Avec la monétisation, ce droit personnel, maintenant, c'est visible. C'est, je pense, plus facile d'accès. C'est que depuis la mise en place de la plateforme, c'est à peu près 11 millions de dossiers de formation qui ont été mis en œuvre par les salariés et les organismes de formation. Et donc, on a vraiment une démocratisation très très forte du compte personnel de formation pour un objectif professionnel, puisque France Compétences a fait notamment 2 études. Pourquoi les salariés y prennent leur CPF et qu'est-ce qui se passe à la sortie ? Et on voit que 75% des salariés que nous avons interrogés, avec un institut de sondage, disent on prend notre compte personnel de formation pour un objectif professionnel. Donc on est bien loin du macramé. Qui n'est pas forcément l'objectif lié à la stratégie de l'entreprise pour le développement de ses compétences. Alors, je pense que le compte personnel de formation, si on prend cet objet, peut se construire dans le cadre d'une stratégie du plan de développement des compétences dans les entreprises. C'était possible avant, c'est plus facile maintenant. Je rappelle que maintenant, les entreprises peuvent abonder directement en ligne sur la plateforme de la Caisse des dépôts et consignations. Et puis, je pense que c'est un vrai objet de dialogue social et de négociation collective. La formation, c'est plutôt un objet consensuel ou plutôt de compromis entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Et on peut très clairement imaginer, et ça se fait dans de plus en plus d'entreprises, dans le cadre d'un accord collectif, on va avoir des salariés qui sont intéressés par prendre de leur CPF et des entreprises, donc des DRH, qui vont dire « moi je suis intéressé également par tel type de formation dans le cadre de l'anticipation des besoins de mon entreprise ». Et donc on va coupler le CPF avec le plan de formation, le plan de développement des compétences. Donc la stratégie collective, elle existe sur cet objet. Elle est possible, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est extrêmement minoritaire dans la réalité. Alors, c'est minoritaire, il appartient maintenant... les instruments existent, les dispositifs existent, et maintenant, il appartient à chacun des acteurs, que ce soit les chefs d'entreprise, les DRH, les organisations syndicales et les branches professionnelles. Parce que je pense que le compte personnel, dans le cadre notamment d'abondements conventionnels, ça commence à se faire dans certaines branches qui disent, voilà, sur tel secteur, sur tel métier, tel diplôme, on a un besoin, on va abonder volontairement le compte personnel de formation dans le cadre d'un accord conventionnel de branche. Donc ça commence à se faire, mais il faut que les acteurs ils s'engagent volontairement sur un dispositif qui est beaucoup plus simple qu'avant et qui est, je pense, beaucoup plus efficace en termes de stratégie collective et personnelle de développement.
Alors la réforme de 2018 a également profondément transformé l'apprentissage, avec une progression incroyable d'ailleurs du nombre d'apprentis ces dernières années. Est-ce que les objectifs sont atteints selon vous? L'idée c'était 1 million, on y est quasiment. Mais comment va évoluer la dynamique? Alors, je rappelle que avec la ministre Muriel Pénicaud, on ne s'était pas fixé des objectifs chiffrés en 2018 lorsque le projet de loi a été débattu au Parlement. Il n'y avait pas d'objectif chiffré. C'est après que l'objectif chiffré est arrivé, notamment à partir de 2020 pendant la crise, où il y avait donc effectivement c'est un succès. Je pense que c'est d'abord un succès culturel, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est dire que l'apprentissage, ce n'est pas uniquement pour des niches où voilà, le secteur du bâtiment a un historique de l'apprentissage. Et en gros, ce n'est pas uniquement pour les moins bons. L'apprentissage, c'est pour tout le monde. C'est une politique éducative de l'alternance entre la théorie et la pratique. Donc vous ne vous demandez pas si votre médecin, quand il a fait ses études, il est resté dans sa classe. Il était apprenti. Il était apprenti, comme les infirmiers. Le système de l'internat, c'est de l'apprentissage. Donc je pense que c'est déjà ce succès de se dire que l'apprentissage, l'alternance, c'est une politique éducative qui profite à tout le monde, qui va profiter aux jeunes, parce qu'ils vont être plus productifs dans l'entreprise, après, une fois leur vie. Et c'est plus intéressant pour les entreprises, parce qu'effectivement, elles ont des jeunes qui sont plus productifs, et elles peuvent avoir une politique de fidélisation d'une main-d'œuvre lorsqu'il y a des besoins de main-d'œuvre dans certaines filières. Donc rien que pour ça, c'est un succès, l'apprentissage en France. Et alors avec l'évolution et la rétractation des financements, comment pensez-vous que les volumes vont évoluer? Est-ce que la dynamique va persister? Moi, j'espère que la dynamique va persister. Alors, il faut toujours penser que l'apprentissage, c'est un contrat de travail. Donc, bien évidemment, le contrat de travail, l'apprentissage peut être percuté par la situation économique française, internationale et politique budgétaire. Comme vous l'avez évoqué, les aides ont baissé depuis à partir de 2022. Je rappelle que la 2018, il y avait une aide unique, moins de 250 bac, infra-bac, et qui était dégressif sur les 3 ans. Je pense qu'il faudra un moment revenir à cette aide unique. Et on sait, d'un point de vue académique, que les grandes entreprises, si elles veulent embaucher, elles embauchent, elles n'ont pas besoin des aides. Donc je pense que la question des aides, mais bien sûr, il y a une forme de rétractation du financement. Après, le sujet, pour nous, la massification s'est faite. Après, le sujet, ce n'est pas forcément de dire que ça doit forcément augmenter tout le temps. Je pense qu'on est arrivé maintenant à un étiage de 800 000 jeunes par an. Si ça baisse un peu, j'allais dire entre guillemets, ce n'est pas trop grave. Et donc maintenant, il faut travailler sur la question de la qualité pédagogique et la pérennisation des financements. Alors il va y avoir des sujets sur les financements, sur le financement justement de formation par apprentissage dans des secteurs qui ont des plateaux techniques qui coûtent très cher, comme le bâtiment ou les travaux publics. Alors nous, ce qu'on voit sur le secteur large du BTP, c'est que, alors je rappelle que depuis la réforme, les CFA doivent nous remonter leur comptabilité analytique. Alors avant, beaucoup de CFA n'avaient pas de comptabilité analytique, hein, c'est une nouveauté de la loi. Ça permet de regarder sur la partie apprentissage combien coûte un apprenti. Ce n'est pas l'ensemble du coût, hein, d'ailleurs, puisque effectivement vous pouvez avoir d'autres financements. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage, c'est à peu près 82-84% du financement du coût total d'un apprenti. Voilà. C'est avec ça qu'on regarde. Donc, ce qu'on constate puisqu'on a lancé une nouvelle procédure là au mois d'avril, on a repris l'ensemble des observations, des certifications où il y a des apprentis dans le secteur du bâtiment. Ce qu'on voit, c'est que c'est un secteur qui va plutôt profiter d'un point de vue macro, qui va plutôt profiter en fait de la nouvelle procédure, puisque la valeur de référence, hein, c'est cette valeur pivot qui est déterminée par l'observation plus ou moins 20%, c'est ça? Alors ça va changer, ça va être plus 30, moins 30, puisqu'effectivement, il y a eu des demandes de CPNE, de branches, pour que la modulation soit plus forte. Et donc, effectivement, ça va. Et donc là, on va avoir un nouveau conseil d'administration le 4 juin qui va effectivement voter une nouvelle délibération permettant une modulation plus forte de la RPO, ce qui va permettre notamment au secteur du bâtiment de plus faire remonter
leur titre et diplôme cœur de métier. Mais c'est un secteur qui est plutôt... devrait bien s'en tirer. Qui devrait bien s'en tirer parce que d'un point de vue macro, si vous prenez le niveau de prise en charge tel qu'il existait actuellement sur l'ensemble des cœurs de métier, ils étaient à peu près à 7 000 €, c'est une moyenne. Avec la valeur de référence, qu'on a constaté des coûts, ils sont à 7 500. Donc il y a une augmentation à peu près de 5% de la valeur de référence. Et avec la capacité de moduler plus 30, moins 30, on aura un secteur qui intervient sur beaucoup de titres et de diplômes, qui aura la capacité à renforcer le financement sur son cœur de métier. Ah, tant mieux, parce qu'en 2025, Constructis a financé 88 126 contrats d'apprentissage et c'est un recul de 6% par rapport à 2024. Les partenaires sociaux, dont ceux du BTP, doivent faire des arbitrages internes entre certifications d'ici le 2 juillet, je crois. Alors, il y a une petite évolution, changement de date. parce qu'effectivement, on a repoussé, donc ça sera début août. Ils ont jusqu'au début août pour faire leur choix de certification. Est-ce que France Compétences les accompagne d'une manière ou d'une autre dans ces discussions Alors non, parce que France Compétences a préparé en fait la procédure, puisqu'il y a eu des travaux, notamment avec le secteur du bâtiment, on a fait des webinaires expliquant la nouvelle procédure, après travailler avec les opérateurs de compétences, les OPCO, parce qu'en fait, l'interlocuteur des commissions paritaires nationales de l'emploi, notamment du BTP, c'est l'opérateur de compétences, donc c'est Constructis. C'est Constructis qui va nous déposer les valeurs de la CPNE sur notre plateforme. On n'a pas de relation directe. Après, pendant la procédure, bien évidemment, au regard des règles déontologiques et de conflit d'intérêts, on ne peut pas intervenir auprès d'une CPNE, d'un CFA, et voilà. Mais le travail en amont a été je pense, je l'espère, bien fait pour faire comprendre la procédure. Et on est en contact permanent avec les référents d'OPCO. S'ils nous posent des questions, des interrogations, bien évidemment, on leur répond de façon très rapide et immédiate. Alors, vous parlez, pour rester sur le sujet du fonctionnement du système, vous parlez d'un changement de paradigme avec le passage à une logique de résultat plutôt qu'une logique de moyens, et avec ce suivi de l'insertion des titulaires des certifications sur 4 ans au lieu de 2. Concrètement, pour un DRH qui investit dans la formation, est-ce que ça lui donne de meilleures informations utiles ? Alors un DRH, il a plusieurs solutions pour construire sa stratégie de développement des compétences. Soit effectivement, il va utiliser des titres et des diplômes, soit effectivement, il va faire une formation d'adaptation qui ne nécessite pas qu'il y ait une reconnaissance officielle de l'État, de la formation qui est faite par un de ses salariés. Donc la stratégie, la valeur de la certification, effectivement, c'est quand même une valeur d'usage. Alors pour le salarié, enfin pour la personne et pour l'entreprise, puisque effectivement il y a une sorte ce tampon officiel de France Compétences qui dit voilà, cette personne a les connaissances professionnelles, qualifications, compétences pour exercer un métier. Donc voilà, donc cette reconnaissance elle est importante. Sur la question de la certification, donc ce que nous enregistrons, puisque je rappelle que la certification c'est un marché où vous avez les diplômes de droit des ministères qui sont majoritaires, c'est 60% des enregistrements au sein des répertoires métiers de France Compétences, mais vous avez 40% de demandes qui sont faites par des personnes, des acteurs privés, notamment les branches professionnelles, qui sont des acteurs importants. Le bâtiment est un acteur important de création de titres privés, comme d'autres, mais c'est un acteur important. Et là, effectivement, il y a un enregistrement avec des critères qui sont assez exigeants. Et notamment, on doit regarder ce que vous évoquiez sur... alors, plus fortement maintenant, depuis un décret de juin 2025, on est au début, on doit regarder quels sont les moyens technologiques, pédagogiques et matériels que le certificateur met en œuvre pour que la formation et la certification se déroulent dans de bonnes conditions. Donc c'est un début de ce que vous évoquiez sur le passage de moyens aux résultats. On commence à travailler sur la qualité pédagogique, parce que c'est une façon de travailler sur la qualité pédagogique en amont. Et donc là, on va regarder, notamment sur les critères d'insertion, eh bien, le certificateur, notamment qui veut renouveler son titre, il va devoir nous dire combien de personnes ont eu leur certification, est-ce qu'ils sont en emploi,
est-ce qu'ils sont au même niveau de certification? C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez un certificateur qui a dit, voilà, je vais déposer un niveau 6, qui est un niveau à peu près de licence. Et si on retrouve tous les gens au niveau 5, c'est-à-dire au niveau bac, on va se poser des questions, effectivement, sur la pertinence du référentiel qui est redéposé. Donc, c'est tous ces éléments qui seront beaucoup plus, je dirais, détaillés et qui seront demandés. Et donc, on passe vraiment de plus en plus maintenant. Voilà, je dirais la réforme est faite, la massification est faite, les certifications sont bien régulées. On avait 10 000 certifications avant la réforme, on en a à peu près 6 000 maintenant qui sont enregistrées. J'allais dire que le ménage, entre guillemets, a été fait. Voilà, et maintenant, c'est la qualité pédagogique qui est un enjeu. Même avec 6 000 certifications, le contrôle de la qualité pédagogique, ça paraît un chantier. Alors le contrôle, il est multi-acteur, puisque bien évidemment, vous avez le contrôle que fait France Compétences dans le cadre de l'enregistrement. Il y a un premier contrôle préalable. Nous, on va contrôler les certificateurs. C'est-à-dire que vous avez des certificateurs qui vont habiliter des organismes de formation à délivrer la certification. Et donc, on a la liste des habilités des organismes de formation qui dit, bah voilà, je suis habilité à faire la formation un tel. Et donc, nous, on va regarder si cet organisme, si ce certificateur, il contrôle bien ces organismes. À titre d'exemple, on va regarder sur Internet, et je cite un exemple, alors qui n'est pas dans le secteur du BTP, on a vu le cas d'un organisme qui délivrait un titre de français, qui est un bon titre, de bon niveau, mais qui est plutôt de niveau lycée ou des personnes étrangères qui veulent apprendre le français. On avait un organisme de formation qui était habilité à délivrer le titre, qui disait « Devenez écrivain public avec la certification Intel ». Bien évidemment, on ne devient pas des... Donc, on a mis en demeure le certificateur en disant « Contrôlez la communication que fait votre organisation, qui est une communication trompeuse ». On l'a mis en demeure. En l'espèce, on l'a retiré à l'époque, on l'a déréférencé sur l'enregistrement. Et c'est un effet qu'il est déréférencé sur la plateforme de la Caisse des dépôts. Donc, c'est un effet majeur. Donc, ce contrôle est fait. Après, bien évidemment, il y a la Caisse des dépôts qui contrôle. Et après, il y a toute la coordination qui est faite sur le CPF en matière d'apprentissage, avec les services déconcentrés de l'État, les directions régionales, les DRETS, on travaille avec la DGCCRF, on travaille avec les DRFIP, les directions régionales de fiscale. Donc voilà, tous ces éléments nous permettent en coordination, je dirais, de traquer les fraudeurs. Vous remarquez que depuis 2-3 ans, vous ne recevez plus de SMS sur faites votre CPF. C'était un travail qui a été fait. Merci. Alors, pas uniquement par France Compétences, mais un travail qui a été fait par l'ensemble du musée, notamment Tracfin. Voilà, tout ça, ces organismes, toutes ces structures gouvernementales ont travaillé afin de faire la chasse aux fraudeurs, qui est un exercice continu, bien évidemment. Aujourd'hui, on reçoit des messages pour mettre à jour sa carte vitale tous les jours. Alors, ils sont passés sur la carte vitale. Voilà. Mais donc, c'est un travail quotidien, bien évidemment, parce que vous avez, les fraudeurs s'adaptent et le marché s'adapte. Vous avez qualifié votre convention d'objectifs et de performance 2026-2028 de COP de la maturité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que France Compétences, maintenant, en tout cas, on en est nous persuadés, est un acteur central et bien établi dans l'écosystème de la formation et de l'apprentissage. Quand on a commencé France Compétences, en fait, on a la convention d'objectifs et de performance, qui est une obligation, c'est un contrat qu'on passe avec l'État, était basée plutôt sur des projets. On devait mettre en place la certification, mettre en place les coûts contrats. Voilà, on avait plutôt des objectifs un peu de projets. Maintenant, la plupart de ces projets sont aboutis, même s'il y a beaucoup de transformations. Et donc, nous, notre enjeu maintenant, au niveau de la convention d'objectifs et de performance, c'est un moment de notre capacité qu'a l'opérateur de parler aussi stratégie, d'avoir une vision stratégique pluriannuelle et de décliner un petit peu et de mieux faire connaître aussi ce qu'est France Compétences dans ce que fait cet organisme qui fait plein de choses. Alors, la transition écologique est une des priorités de votre COP. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez activer comme levier pour développer les formations sur la transition, au service de la transition énergétique. En gros, on a 2 leviers, France Compétences. C'est bien sûr, on l'a déjà évoqué, les questions de reconnaissance de titres et de diplômes. Sur la transition énergétique, on a à peu près
55 titres e-book qui parlent vraiment de transition énergétique, notamment tout ce qui concerne la gestion des déchets, après la destruction de bâtiments, voilà. Donc c'est vraiment un enjeu important et la commission, son président est très attentive aux questions de transition énergétique, comme on commence à être très attentif aux certifications sur l'IA. Donc ça c'est un enjeu et on a un objet qui permet d'aller plus vite, c'est ce qu'on appelle la liste des métiers émergents ou particulièrement en évolution. Ça évite effectivement, notamment on l'évoquait, de justifier de diplôme. Il y a une liste, il y a un comité scientifique, vous avez les branches professionnelles qui disent bah voilà, là j'ai un métier qui est en évolution, ils nous expliquent pourquoi. C'est souvent des métiers en évolution, notamment sur transition énergétique. Et donc ils vont émettre un certain nombre de... Ils répondent à notre appel à proposition, le comité scientifique décide et la commission décide de publier ces métiers. Donc je vous dis, on a eu beaucoup de... Et donc ça permet à des certificateurs d'aller plus vite à la certification d'une façon expérimentale. Et donc on a eu beaucoup... Et donc on a... les appels à proposition se sont vraiment concentrés beaucoup sur numérique, transition énergétique, écologique. Donc on a eu beaucoup de métiers expérimentaux qui ont fait l'objet de certifications, notamment, je vous disais, sur la gestion des déchets dans le BTP, par exemple, qui est un sujet important, avec des spécialisations qui sont extrêmement pointues. Stéphane Lardy, si demain, vous avez des formations conçues par l'IA, de A à Z, pilotées par l'IA, délivrées, comme on dit en bon anglais, par l'IA, qui arrivent sur vos dossiers, dans vos dossiers, comment allez-vous les gérer? C'est une très bonne question. On est en train d'y réfléchir. D'une part, nous, en interne, on est en train de réfléchir sur nos modes de fonctionnement et comment on utilise bien l'IA. Et après, effectivement, la question qu'on commence à se poser, c'est comment on détecte effectivement des dossiers qui seraient construits par l'IA. Donc on est en train de travailler, on a tout un travail sur cette question-là. On a commencé à travailler au début de l'année là-dessus. Donc je pense qu'il y a des outils qui existent, qui détectent elles-mêmes ce qui peut être construit par l'IA. Mais donc ça nécessite effectivement que ces outils soient adaptés à notre métier. Ça implique que nos instructeurs ils soient formés à ça. Ça implique de la formation, parce que ça change le contenu du travail. Et donc effectivement c'est un vrai enjeu qu'on est en train... Pour l'instant, a priori, on n'a pas eu ce cas-là. On peut avoir des demandes qui se ressemblent, mais parce qu'on sait qu'on a des cabinets qui ont des méthodologies qui sont à peu près similaires. Mais effectivement, on est en train de travailler sur cette question. Je n'ai pas de réponse pour l'instant à vous apporter, mais des outils existent. Mais est-ce que dans les dossiers de demande de certification, d'homologation de certification, la nécessité d'avoir un volume, un pourcentage de formateurs humains existe? Alors, la question pour nous, on commence à avoir des certifications sur l'IA, on en a. Hein. Sur l'IA ou pour d'autres sujets, mais faites par et avec l'IA et sans intervention humaine, ça, en fait. Ça, je ne pense pas qu'on en ait pour l'instant, mais c'est comme je l'ai... Mais ça va arriver. Ça va arriver, il faut qu'on soit en capacité d'y répondre, déjà, comme je vous l'ai évoqué, de détecter et de voir effectivement... Est-ce que le sujet, c'est effectivement, ça peut être les questions d'évaluation, voilà, donc les questions du jury, mais bon, ça existe déjà et c'est tout à fait possible. La question, c'est c'est comme vous passez votre permis de conduire, hein, c'est éligible au CPF, vous avez quelqu'un qui est dans la salle qui va contrôler que les choses se passent bien. Voilà, donc après, c'est effectivement une machine qui va... ministère de l'Intérieur qui va vous dire, voilà, vous avez vos 35 points ou pas vos 35 points. Donc voilà, donc pour autant, vous avez une personne qui est capable d'intervenir et d'éviter notamment les fraudes. Mais c'est un vrai sujet. Après, je sais que le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, travaille aussi sur cette question-là,
parce qu'effectivement, ça peut être potentiellement une déferlante, je ne sais pas. Voilà, nous, simplement, on voit des certifications qui arrivent sur la gestion de l'IA, etc. Sur les certifications métiers, on ne le voit pas encore, mais bien évidemment, ça va arriver. Ce qu'on voit arriver actuellement, après, vous avez des effets de mode. Je pense que l'IA ne sera pas un effet de mode. Actuellement, on a beaucoup de certifications sur les drones. Voilà, donc on a drones civils, donc on refuse beaucoup. Si vous deviez identifier un enjeu majeur pour le système français de formation professionnelle à horizon de 3 à 5 ans, ce serait lequel selon vous ? Alors, je pense que l'enjeu, c'est un enjeu de prise de conscience. Je pense que les gens qui sont sur le terrain, ils ont je veux dire que le développement des compétences et des qualifications, c'est un élément central de la compétitivité d'un pays. Donc, alors ça ne part pas que de la formation professionnelle, je pense qu'on a un sujet de l'éducation, de l'orientation, etc. Et donc je pense que la question de la formation professionnelle dans le sens large, ça doit devenir, on va avoir des élections présidentielles, donc j'espère que ça sera un des éléments majeurs de dire que pour qu'un pays soit compétitif dans le concert des nations, ça va être un enjeu d'éducation et de formation professionnelle, parce que plus on a de gens qui sont qualifiés et compétents, plus on a des entreprises qui sont compétitives sur des marchés internationaux. Et je ne veux pas être utopique, mais je pense aussi que c'est un élément, c'est un instrument aussi d'émancipation, la formation professionnelle, et que ça participe aussi de ça. Donc déjà que ça soit un vrai débat, et donc ça nécessitera peut-être, en tout cas, de revoir la question du financement. Il ne s'agit pas de déverser de l'argent n'importe comment, mais il faut se dire qu'à un moment, peut-être qu'on aura besoin de plus de financement mutualisé et collectif pour répondre à ces enjeux de compétitivité et aussi de bien-être au travail, parce que je pense que ça participe du bien-être au travail. Donc je pense que ces éléments-là, ils sont importants, et donc c'est des nations, ça nécessitera effectivement des financements supplémentaires. Merci Stéphane Lardy d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à toutes et à tous.